Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je suis actuellement aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence et je reçois Stécie Algrin, qui est journaliste et cofondatrice du premier média qui s'appelle La Corneille, qui est entièrement consacré à la lutte contre l'extinction de la biodiversité. Bonjour Stécie Algrin. Bonjour. Alors ça vous vient d'où cette idée d'avoir créé ce média pour éviter la catastrophe ultime ? Alors la catastrophe ultime, je ne sais pas, mais en tout cas pour participer à alerter sur cette question de l'effondrement de la biodiversité. Alors ça m'est venu assez naturellement parce que j'ai grandi ici, dans le sud de la France, près de l'étang de Berre, qui est un des plus grands étangs d'Europe également, qui est l'endroit où on a la deuxième concentration de sites Céveso en France. J'ai été bercée par des voix assez emblématiques sur la biodiversité, comme David Attenborough avec Blue Planet à l'époque. Et en fait, j'étais baignée dans ces milieux militants très axés sur le climat. Et donc on nous balançait des chiffres sur, en effet, la catastrophe climatique. On nous parlait de neutralité carbone, etc. Tous ces mots un peu barbares, très technocratiques. Et je me suis dit, mais en fait, moi, ce qui m'a amené à me questionner sur le climat, sur l'environnement, c'est plutôt le vivant, en fait, ce qui nous entoure au quotidien. Et malheureusement, c'est un sujet qui est largement invisibilisé dans les luttes et également dans les médias. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'y contribuer humblement avec mon propre média, finalement. Alors, votre média, c'est sur la 6e extinction de masse. Dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, on comprend que quand on dit 6e, c'est qu'il y en a eu 5 avant. Voilà, c'est assez logique. Les 5 avant, elles ont été causées par des phénomènes assez extrêmes. Aujourd'hui, la 6e qu'on est en train de vivre, elle est due à nos activités. Donc, c'est-à-dire qu'on est comparable... L'anthropocène. Tout à fait. L'anthropocène, c'est-à-dire que l'effet, l'impact qu'on a sur le vivant aujourd'hui est comparable à celui des météorites qui ont éradiqué de la surface de notre Terre les dinosaures. Donc, c'est assez flippant. Et il se trouve que si on le prend d'un point de vue scientifique, ça veut dire qu'on a des taux d'extinction à l'état naturel qui sont 100 à 1000 fois plus rapide que ce que ça devrait être normalement. Extinction des vivants, c'est-à-dire essentiellement des espèces animales, des espèces végétales, et peut-être nous à la fin, non ? Oui, tout à fait, parce qu'on oublie régulièrement qu'en fait, sans le vivant, donc en effet, d'espèces animales, on parle beaucoup des abeilles, des insectes qui permettent à l'agriculture aujourd'hui de tourner, parce que finalement, pas de pollinisation, pas de céréales, pas de légumes. Et en fait, on oublie régulièrement qu'on en est largement dépendant. On voit quand même qu'on a un impact, mais on oublie que ce soit ce qu'on va consommer, ce qu'on met dans notre voiture, le pétrole, ce qu'on va mettre sur nous, des vêtements. Tout ça provient finalement d'une source qui est vivante, qui se trouve autour de nous. Et on est en train de à une vitesse qui est absolue, qui est vraiment terrifiante. Et donc j'essaie de remettre ça sur la table, et également dans le monde économique, puisque les entreprises sont de plus en plus poussées pour mesurer leur impact sur le climat, mais aussi sur la biodiversité, et ça c'est une bonne nouvelle. Alors on le sait depuis quelques années, j'allais dire quelques décennies même. Hein. Tout à fait. Et pourtant, vous dites dans le média La Corneille que ça s'accélère. Ça s'accélère, oui, évidemment. En fait, ce dont on se rend compte quand on étudie la biodiversité, c'est déjà à quel point on en sait très peu. Il y a aujourd'hui des scientifiques qui nous expliquent qu'on est allé plus souvent sur la surface de la Lune que dans les profondeurs de nos océans, donc on connaît moins bien notre planète que ce qui se passe dans l'espace. Et en fait, ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'il y a un peu ce qu'on appelle des points de bascule. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui disparaissent, animales, végétales. On se dit, bon, c'est pas très grave, il y a des disparitions. À l'échelle naturelle, c'est normal. Mais en fait, ce qui est grave, c'est qu'il y en a de plus en plus dans de nombreux écosystèmes et qu'on ne sait pas à quel moment il y a une espèce qui va provoquer justement la bascule de tout un échelon en fait, alimentaire. Et après... justement, c'est l'écosystème entier qui est en péril, quoi. Vous êtes ici aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Hein. Donc, vous avez des contacts avec des entrepreneurs, avec des économistes. Est-ce qu'eux, ils en ont conscience ? Je pense que s'il y a un monde qui est au courant justement de l'impact et du rôle de la biodiversité dans notre société, c'est le monde économique, puisqu'on s'en rend compte notamment quand on parle de matières premières. Il y a des industries, notamment dans le secteur de la cosmétique, dans le secteur de l'agriculture, c'est encore plus évident, qui dépendent directement de leur approvisionnement en ressources naturelles. Ça peut être des plantes, en effet, l'industrie pharmaceutique aussi. On oublie que la plupart des molécules qu'on utilise dans nos médicaments aujourd'hui, ils proviennent de la nature. Et eux, en fait, ils sont en train d'essayer de prendre en compte justement le potentiel d'absence de ces matières premières dans le futur. Là où moi je vois quelques red flags, quelques alertes justement un petit peu dans les débats, c'est la manière dont on va prendre en compte justement ces dérives autour de la biodiversité et comment on va le financer, la conservation de la nature. Aujourd'hui, il y a une tendance à financiariser la nature, c'est-à-dire qu'on veut vraiment mettre... On lui donne un prix. Tout à fait. Ouais. On veut mettre un prix sur les baleines, on veut mettre un prix sur des arbres. Et en fait, on se dit... Bonne solution ou pas ? Non, c'est pas une bonne solution parce qu'à quel moment en fait on se met à mettre un prix sur la vie. On a déjà mis des prix sur les communs, sur l'eau, sur l'air, etc. Donc en fait, à quel moment est-ce qu'on arrête cette logique capitaliste et mercantile finalement ? Et alors ?
Quand vous discutez avec ces entrepreneurs, avec ces économistes, est-ce qu'ils ont conscience de ça? Est-ce qu'ils reconnaissent ça ou pas? Alors, je dirais que certains le reconnaissent, évidemment. Il y a des gens qui essayent de se questionner sur comment est-ce qu'on change de paradigme. Malheureusement, on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans la société qui sont enfermés dans des schémas de pensée. C'est-à-dire que quand on remonte à la racine de leur raisonnement de pourquoi est-ce qu'il faut mettre un prix sur la nature, c'est toujours parce qu'on n'a pas le choix. Mais en fait, ce qu'on essaie de questionner, c'est en fait notre système économique, c'est pas une donnée naturelle. Le fait qu'on meurt et qu'on naisse, etc., c'est naturel, mais le fait que notre système économique fonctionne comme il fonctionne aujourd'hui, c'est une construction de l'homme. Donc à quel moment est-ce qu'on va aller le questionner? Et après, ce que j'essaie de dire, c'est que en fait, il faut aller chercher les financements par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en France, par exemple, à peu près 10 milliards de subventions qui sont néfastes pour la biodiversité, on le sait. Et de l'autre côté, on a une stratégie nationale biodiversité qui nous a été présentée cette année, en 2024, par le gouvernement. On nous dit qu'on va mettre 1 milliard pour protéger la nature. Ok, oui. Mais si pendant ce même temps, on continue de dépenser 10 fois plus pour la détruire, où est-ce qu'on trouve l'équilibre? Ouais. Mais où est-ce qu'on trouve aussi l'équilibre? On a besoin des entreprises parce qu'elles donnent des emplois. Donc où est-ce qu'on trouve l'équilibre entre l'entreprise, son rôle et la préservation justement de cette biodiversité? Alors ce que j'essaie de faire, c'est déjà rappeler que évidemment les entreprises ont un impact, des impacts sur la biodiversité, sur le climat, mais elles ont aussi des dépendances. Donc c'est leur faire comprendre que finalement, quand on se pose la question de la pérennité de sa boîte, quand on se pose la question justement sur un temps long, on a tout intérêt à prendre en compte le rapport, la dépendance qu'on va avoir vis-à-vis de ces matières premières, vis-à-vis de différents écosystèmes. Et ça, on est en train de plus en plus l'avoir, notamment avec la CSRD, qui est une grosse norme qui a été déployée au niveau européen, qui est plutôt du reporting extra-financier. Donc en gros, les entreprises avant devaient faire des rapports sur leur impact sur le climat. Maintenant, elles doivent le faire également sur des enjeux de gouvernance, des enjeux sociaux et de biodiversité. Et de droits humains, en effet. Tout à fait. Et donc pour vous, on a tracé là un chemin qui pourrait être le bon pour éviter cette 6e extinction ou pas? Ou c'est insuffisant? C'est insuffisant en termes de moyens. En revanche, le chemin, il commence à être tracé par évidemment des institutions comme au niveau européen, comme au niveau des COP. On a des accords comme le Kunming-Montréal de la COP 15 qui nous montrent une voie sur qu'est-ce qu'il faudrait faire justement si on veut être sérieux sur les enjeux de biodiversité. En revanche, en termes de moyens qui sont mis en face, on est largement en dessous de ce qu'il faudrait faire. Il nous faut 700 milliards aujourd'hui pour financer la conservation de la nature, c'est-à-dire 8 fois plus que ce qui est fait aujourd'hui. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis après, c'est écouter les scientifiques. Aujourd'hui, on pousse beaucoup pour un indicateur unique sur la biodiversité. Ce que les scientifiques nous disent, c'est qu'il faut une batterie d'indicateurs pour mesurer l'impact qu'on a sur la biodiversité. Il faut 700 milliards, vous dites. Hein. Mais s'il faut 700 milliards, c'est donc qu'il faut fabriquer 700 milliards par de la richesse. Donc ce que je veux dire, est-ce que c'est en restant dans ce même paradigme du capitalisme, de la mondialisation qu'on va y parvenir? Parce que fabriquer 700 milliards, on ne peut le faire qu'en ayant de la croissance. Je dirais qu'il ne faut pas forcément fabriquer 700 milliards, mais plutôt savoir où est-ce qu'on met ces 700 milliards aujourd'hui. Et il y a de nombreux scientifiques qui pointent du doigt régulièrement que les sommes qu'on verse justement en termes de subventions, notamment à l'industrie des énergies fossiles, par exemple, sont colossales. Et donc si on arrivait justement à dévier une partie de ces subventions qui sont néfastes, et pour le vivant, et pour nos sociétés, et pour notre santé, on arriverait à financer en grande partie ça. Et après, il faut évidemment construire des collaborations, des partenariats avec les acteurs privés également, qui sont essentiels, comme vous l'avez rappelé. Mais on reste dans le cadre capitalisme. Ah non, ça, il faut en sortir. Justement, quand on parle de décroissance aujourd'hui, c'est aussi se donc dire... Vous êtes sur la décroissance. On n'a pas le choix, en fait. C'est mathématique. On nous montre clairement que si on veut continuer à croître, il faut continuer à extraire des ressources, des ressources naturelles. Cette extraction, à un moment donné, on ne va pas pouvoir continuer à creuser jusqu'au centre de la Terre. Donc c'est comment est-ce qu'on fait justement pour se dire il y a des minimums à avoir en termes sociaux, en termes justement de bien-être. La question, c'est comment est-ce que c'est réparti aujourd'hui dans notre société? C'est-à-dire qu'à un niveau constant économique, le problème, c'est qu'on a des acteurs qui consomment de plus en plus, qui polluent parfois 10 fois plus ou 100 fois plus que d'autres personnes dans nos sociétés, dans notre pays en France, mais aussi par rapport aux pays du Sud qui sont les premiers qui vont être affectés et par le changement climatique et par l'érosion de la biodiversité. Vous êtes jeune, est-ce que vous considérez que cette thématique de la défense du climat et de la biodiversité est toujours à la mode, vu ce qu'on a vu ces derniers temps sur les thèmes écologiques qui disparaissent un petit peu des agendas des uns et des autres? Ils disparaissent des agendas, mais comme toujours, en fait, on a une approche très court-termiste finalement de la société. C'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle crise, on se dit c'est ça l'urgence. On l'a eu avec le Covid. Maintenant, aujourd'hui, on le voit que sur le système sanitaire, le système de santé en France, on est passé à autre chose. On n'a pas résolu les problèmes. Pour moi, c'est se dire que c'est pas une mode. C'est un enjeu qui est là pour rester. Ce n'est pas une crise. C'est quelque chose. C'est un symptôme de fond finalement. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va réussir à l'intégrer à toutes les strates de notre société. Et en fait, on n'arrête pas de nous dire génération climat. Mais avant moi, il y a eu des personnes qui se sont mobilisées sur le sujet. Il y a mes
des aînés qui se mobilisent sur le sujet. Autour de l'étang de Berre, qui est chez moi, il y a énormément de personnes qui pourraient être mes grands-parents, qui font au quotidien. Et ce que je voudrais porter comme message, c'est plutôt au contraire qu'on a besoin des uns des autres et que la situation politique actuelle, elle est due aussi à cette fragmentation où chacun a l'impression que son sujet est la priorité. Mais en fait, c'est une myriade de priorités qu'on a qu'il faut réussir à réappréhender avec une vision systémique. Et malheureusement, on a tendance à se laisser guider par le court terme. Vous êtes toujours optimiste ? L'optimisme, je pense qu'il s'impose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaie de faire les choses bien en accord avec ses valeurs et pour les gens qu'on aime, parce qu'on le fait avant tout pour les gens qu'on aime, en fait, on continue à se bouger et on se dit, au pire, je réussis à faire quelque chose de bien. Et dernière question, du côté des jeunes, vous sentez vraiment que ça prend, que ça a pris et que ça va être un pivot de leur éducation et de leur avancée dans cette société ? Je dirais pour une partie, évidemment, il y a une petite partie de militants, etc. Mais quand je rentre chez moi, milieu ouvrier, etc., où la question, c'est plus la fin du mois et comment on va réussir à pas mourir de faim concrètement et à atteindre la retraite, là, c'est plus éloigné. C'est-à-dire que ce discours autour des rapports du GIEC, des trucs qui font peur et qui servent, certes, à aller convaincre des décideurs économiques, des décideurs politiques, ça marche pas du tout. Donc, ce que je fais avec mes parents, c'est de leur parler comment ça impacte leur santé, comment ça impacte la santé des gens qu'ils aiment, leurs petits-fils, leurs petits-enfants. Et ça, c'est des choses, je pense, qu'on devrait réancrer dans les débats politiques, se dire, en fait, on parle à des gens qui ont leur vie d'abord en ligne de mire et comment est-ce qu'on recrée aussi des discours qui s'adressent aux individus dans ce discours collectif systémique qui doit être plus large. Merci beaucoup Stécie Algrin pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et nos podcasts. Au revoir.